En décembre 2019, un étrange virus est détecté en Chine. En quelques semaines, le Covid se répand à travers le monde et cause de nombreux morts. Restrictions, masques, confinements, partout, la pandémie bouleverse nos vies et soulève énormément de questions. Aujourd'hui, que sait-on de cette maladie et qu'en reste-t-il ? Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Le Covid 5 ans après, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 4, Covid long, guérison lente. Le 14 octobre, une importante conférence scientifique s'est déroulée à Paris et pourtant, on en a très peu entendu parler. Organisée par la Haute Autorité de Santé, l'ANRS Maladies Infectieuses Émergentes et Santé publique France, l'événement rassemblait des dizaines de chercheurs d'horizons très divers avec pour objectif, je cite, d'orienter les voies des recherches futures. L'ambition est forte et le programme de la journée chargé. Pendant plusieurs heures, les interventions se succèdent, les présentations d'essais cliniques et de résultats s'enchaînent. Durant l'une d'elles, l'ambiance est surprenante, plutôt inattendue quand on imagine une conférence avec des scientifiques. Au moment des questions, l'un des organisateurs prend la parole. Je voulais intervenir à la fin de la présentation de Cédric pour ne pas être langue de bois et pour dire les choses en vrai. Je pense que c'est important. Il y a eu beaucoup de discussions au sein du comité scientifique avant pour la présentation des données. On peut ne pas être d'accord avec ce que les chercheurs présentent. Je vous l'accorde, ce ne sont pas là des invectives, mais c'est un ton assez inhabituel dans ce genre de colloque scientifique. Parce que ce qui était observé est le vrai reflet de la réalité. Durant toute cette séquence, les débats se multiplient. Et je voulais peut-être recontextualiser les résultats que vous présentez. La question, elle est, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi changer de paradigme ? Ce que vous avez entendu vous semble peut-être anodin, mais ça révèle la complexité de notre sujet du jour, le Covid long. Au sein de la communauté scientifique, il s'agit toujours d'une énigme importante, source parfois donc de tensions. Une énigme que l'on va tenter d'éclaircir aujourd'hui dans ce dernier épisode de notre série. Pour cet épisode, les archives étaient assez faciles à retrouver. En février 2022, on avait consacré un épisode entier à ces mystérieux symptômes persistants du Covid. C'était donc à peine plus de 2 ans après le début de la pandémie. Tout est prêt pour faire le point aujourd'hui et j'ai fait appel à Antoine Beau du service Sciences et Santé de l'Express. Bonjour Antoine. Bonjour Charlotte. Dans ce précédent épisode, on avait gardé beaucoup d'interrogations et notamment une. C'est toute la difficulté qui entoure ce terme, c'est qu'en fait, il n'y a pas de consensus scientifique sur la définition du Covid long. Est-ce qu'on parvient désormais à donner une définition claire ? Non Charlotte, c'est toujours le bazar. Encore aujourd'hui, les scientifiques peinent à définir précisément ce qu'est le Covid long. Et pourquoi ? Parce qu'on ignore toujours ce qui provoque tous ces étranges symptômes rapportés par les malades. On ne sait pas vraiment quel mal les prend. Du coup, les définitions retenues sont toutes très larges. En France, les médecins se basent sur celle de la Haute Autorité de Santé. L'institution parle de symptômes qui se manifestent 4 semaines après l'infection au Covid et qui ne peuvent pas être expliqués par une autre maladie. Ce qui peut désigner en réalité tout un tas de choses différentes. Bon, on va essayer de préciser un peu tout ça. Les symptômes, justement, quels sont-ils ? Alors, le plus fréquent, c'est cette fatigue très intense que tout le monde décrit. Les malades avec qui j'ai pu parler pour mes articles n'arrivaient plus à rien faire. Ils devaient rester au lit des heures pour se reposer après la moindre activité. Le plus gros symptôme, c'était une fatigue incommensurable. C'est-à-dire, je dormais 15 heures par nuit, je me réveillais et là, la seule chose dont j'étais capable, c'était de dormir encore. Juste me dire, mais il faut que tu te fasses à manger, il faut que, je sais pas, t'ailles faire une course pour te nourrir. Ça, c'était un défi, ça me paraissait super dur et j'avais qu'une envie, c'était de me rendormir et je me rendormais. Les patients présentent aussi tout un tas de troubles neurologiques, des difficultés à réfléchir, à lire, des pertes de mémoire, des maux de tête. Il y a bien sûr des difficultés respiratoires, des douleurs aux poumons qui sont propres au Covid-19. Mais ça ne se limite pas qu'à ça. La Haute Autorité de Santé reconnaît toute une série de symptômes. Ça va de la perte d'odorat, de goût, à des problèmes de peau, en passant par des troubles digestifs. Dans le public touché par le Covid long, il y a aussi les enfants. Voilà ce qu'on en disait il y a quelques années. Il y a cette question des Covid longs, c'est-à-dire des séquelles sur le long terme pour ces enfants, que l'on ne connaît finalement pas très bien aujourd'hui. On ne sait pas quels peuvent être les effets. Alors c'est toujours le cas aujourd'hui. La conférence de Paris dont tu parlais au début de l'épisode le souligne. Il y a très peu de données sur le Covid long chez les enfants, notamment parce qu'il est plus difficile de les inclure dans les études scientifiques. Les scientifiques s'accordent à dire que les enfants ne sont pas épargnés par le Covid long, mais c'est plus rare et en général plus court que chez un adulte. Ce qui est logique d'ailleurs parce que les enfants font plus souvent des formes bénignes de l'infection, donc on s'attend de manière générale à moins de séquelles. Et que sait-on du nombre de malades du Covid qui vont avoir ces affections longues ?
Là encore, pas grand-chose. Comme la définition est floue, les estimations varient. Selon les enquêtes, on parle de 5 à 20% des personnes infectées, voire plus. Les personnes qui font des formes graves sont les plus à risque. Et dans l'ensemble, les vaccinés sont moins à même de déclencher un Covid long. Mais du coup, comment ça se passe, les consultations ? Est-ce que les médecins arrivent à voir des choses à l'examen ? Eh bien, c'est toute la difficulté. Quand le malade se présente, le médecin vérifie d'abord que le patient a bien pu attraper le Covid dans les dernières semaines. Ensuite, tu lui fais passer des questionnaires pour préciser sa situation. Il lui fait faire des activités physiques, des sortes de quiz pour vérifier ses aptitudes physiques et cognitives, mais c'est à peu près tout. Alors bien sûr, il peut procéder à des analyses de sang, des radios, des scanners. Et parfois, ça permet de mettre en évidence des séquelles, par exemple des poumons abîmés, mais la plupart du temps, on ne voit rien. On n'a donc aucun moyen d'être sûr qu'il s'agisse d'un Covid long ? Non, aucun. Et c'est en partie pour cela que les scientifiques n'arrivent pas à avancer. Il existe à ce jour aucun dépistage, aucun marqueur biologique du Covid long. Les scientifiques doivent donc procéder par élimination. Ce qui veut dire qu'une partie des personnes diagnostiquées n'ont probablement pas vraiment un Covid long. Et c'est le cœur de ce que tu as raconté en introduction, le moment de tension à la conférence. Et pourquoi ça suscite autant de tension ? Eh bien parce qu'au début de la crise sanitaire, beaucoup de scientifiques ont dit que le Covid long, ça n'existait pas, que c'était dans la tête des patients. On est allé plusieurs fois dans des hôpitaux et à chaque fois, ils disaient que c'était juste pour avoir de l'attention. On a compris qu'ils ne me croyaient pas parce que pour eux, si je pouvais m'asseoir, je pouvais très bien me tenir debout et que ça allait passer, que j'avais un peu les intestins enflammés. Cette idée a perduré, surtout en France, et elle a considérablement ralenti la reconnaissance de la maladie. Les malades sont très angoissés à l'idée que ces doutes ressurgissent et que plus généralement on remette en cause leur souffrance. Mais c'est pas du tout ce qui a été dit durant la conférence. Non Charlotte, tu as raison. La présentation qui a suscité autant de controverses, celle du docteur Cédric Lemoigne, ne visait pas à dire que les malades du Covid long n'avaient rien. Aujourd'hui, les autorités sanitaires sont claires. Elles reconnaissent cette pathologie. Le gouvernement français a présenté une feuille de route en mars 2022, puis en mai, la Haute Autorité de Santé a publié un guide de parcours de soins. Mais cela n'empêche pas d'explorer les autres pistes d'explication, les autres maladies susceptibles de générer les mêmes problèmes. C'est ce que fait Cédric Lemoigne, et c'est justement une des clés pour vaincre la maladie. Ça peut paraître contradictoire, mais en fait, c'est vital pour la recherche de connaître précisément quels patients ont réellement une maladie liée au Covid et quels patients ont autre chose. Parce qu'à l'heure actuelle, ces patients qui ont autre chose, ils brouillent les recherches. Comme ils ont autre chose, ils ne réagissent pas au dépistage ni aux tests. Donc si on monte une étude avec une grande proportion de ces personnes-là, on risque d'avoir des faux résultats négatifs. Mais s'il y a des personnes qui n'ont pas un Covid long, qu'est-ce qu'ils ont ? Eh bien là encore, on ne sait pas vraiment. L'étude de Cédric Lemoigne est basée sur une cohorte, un groupe de plus de 200 000 personnes qui étaient déjà suivies avant la crise sanitaire. Ça permet de se rendre compte qu'il y a beaucoup de malades du Covid long qui avaient déjà certains symptômes avant d'être infectés. Ils avaient par exemple des problèmes respiratoires ou ils étaient en dépression. On peut donc penser que c'est plutôt ça qui les affecte et non pas le Covid. Mais là encore, les choses sont très complexes parce qu'il pourrait aussi y avoir dans l'eau des personnes déjà malades, donc déjà fragiles, et que le Covid a rendu plus malades. On le comprend, la définition est très complexe et on va le voir dans la suite de cet épisode. Il faudrait peut-être parler des Covid longs au lieu du Covid long. Les chercheurs n'ont pas encore réussi à identifier les mécanismes qui sont derrière. Ce qui est sûr, c'est qu'ils reconnaissent aujourd'hui que les symptômes qui sont exprimés par les patients, ce sont des choses qui sont réelles, dont ils souffrent vraiment et qui sont liées au Covid. Antoine, au début de la pandémie, on ne comprenait pas les mécanismes à l'origine de ces symptômes qui persistaient après une infection du Covid. Qu'en est-il aujourd'hui ? Malheureusement, on ne comprend pas bien encore ce qu'il se passe, mais on avance. La démonstration n'est pas complète, mais de nouveaux éléments sont venus s'ajouter au puzzle. Tu as des exemples précis ? Eh bien, à l'époque, on se demandait par exemple s'il y avait une persistance du virus. Ça pourrait être qu'il y a une persistance du virus qui, après l'infection, resterait dans le corps d'une certaine manière, entraînerait des pertes de l'attention, des troubles de la mémoire, etc. Eh bien aujourd'hui, on le sait, le Covid peut rester dans le corps parfois des années après l'infection. Une étude menée par l'Institut Pasteur a par exemple montré des traces du virus SARS-CoV-2 dans les poumons 18 mois après l'infection. Il y en a aussi dans certaines cellules immunitaires, les macrophages alvéolaires, et ce, alors que les tests PCR sont négatifs. On en trouve également dans le cerveau. Que le virus reste dans autant de zones de l'organisme pourrait expliquer la multiplicité des symptômes du Covid long. Mais il y a un mais. Et lequel ? Eh bien en fait, si ça se trouve, ce n'est pas ça qui cause les symptômes. Il pourrait très bien rester dans le corps et ne rien faire de particulier. C'est ce qui se passe dans le cas de nombreuses maladies. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses concernant les mécanismes provoquant le Covid long ? Oui, et d'ailleurs, je peux peut-être te rappeler des souvenirs.
Est-ce que l'orage cytokinique te parle ? Ça me dit rien, je crois que c'est le bon moment pour une petite définition à ranger dans notre armoire. Alors c'est une sorte de phase de l'infection au Covid où le système immunitaire s'emballe. On en parlait beaucoup au début de la crise sanitaire parce qu'on disait que c'était principalement à cause de ça que certaines personnes faisaient des formes graves, que d'un coup leur état empirait alors que juste avant tout allait bien. Et donc quel est le rapport avec le Covid long ? Eh bien les chercheurs se demandent si ces dérèglements du système immunitaire, comme l'orage cytokinique, ne jouent pas un rôle dans cette histoire. L'hypothèse est que les patients du Covid long auraient un système immunitaire constamment en mode combat. On parle d'un système complémentaire, des protéines utiles à la réaction immunitaire qui auraient des difficultés à revenir au repos et qui s'attaqueraient donc à des cellules saines. Tout cela est très complexe, je te passe les détails, mais grossièrement ça ressemble un peu à une maladie auto-immune comme le sida par exemple. En réalité, plusieurs hypothèses cohabitent et il est probable que le mécanisme complet mélange un peu de chaque cas de figure, mais il reste de nombreux inconnus comme tu peux le voir. En 5 ans, l'enquête a donc lentement progressé sur le Covid long ou les Covid longs. Il me reste un dernier extrait dans nos archives. Comment est-ce qu'on peut trouver des traitements pour éventuellement soigner ? Est-ce que c'est des accompagnements psychologiques ? Est-ce que c'est de la kiné ? Est-ce que c'est des médicaments, etc. Ça, j'y réponds déjà Charlotte. On l'a dit, le diagnostic pose toujours des problèmes, donc forcément, on a encore des difficultés pour traiter le Covid long. Et donc Antoine, comment aujourd'hui on le traite ce Covid long ? Alors, les médecins avec qui j'ai pu discuter essayent surtout d'alléger les symptômes. Cela passe effectivement, comme le disait Victor, par de la rééducation musculaire avec du kiné. On peut aussi envisager des traitements palliatifs comme des antidouleurs, des antihistaminiques, des antidépresseurs pour les problèmes liés au système immunitaire ou neurologique. J'ai jamais pris autant de médicaments de ma vie. Il y a du zinc, il y a 2 antihistaminiques à prendre, du griffonia parce qu'on a des troubles de l'humeur aussi. Ça, c'est un anticoagulant, c'est pour fluidifier le sang. C'est un antiparasitaire. Doliprane, ça, c'est au quotidien, c'est tout le temps. Vraiment, tous les jours, je suis sous Doliprane. Tous les jours. De toutes les manières, c'est long et fastidieux. Du coup, de nombreux malades abandonnent. Il y a tout de même une bonne nouvelle dans cette histoire. Toutes les études montrent une diminution drastique des symptômes avec le temps. Une grande partie des malades ne le sont plus au bout de quelques mois, 1 an environ. Est-ce qu'on peut espérer un médicament un jour contre le Covid long ? Ça serait le Graal, mais pour l'instant, on en est loin, à cause des difficultés scientifiques que je t'ai évoquées, mais aussi parce que la recherche sur le sujet n'est peut-être pas tout le temps la priorité des laboratoires et des pouvoirs publics. Du coup, il y a peu d'essais cliniques. Sur les 541 études répertoriées, il n'y a que 61 essais thérapeutiques, et dedans, que 22 qui portent sur des traitements pharmaceutiques, des remèdes. Et d'ailleurs, à ma connaissance, il n'y en a aucun qui se déroule en France. La France, de manière générale, sur la question des traitements au Covid long a du retard. C'est notamment à cause des controverses que je t'ai expliquées autour de l'existence du Covid long et aussi parce que la pathologie n'est pas considérée comme une urgence sanitaire. Donc la recherche avance, mais elle est beaucoup moins intense que pour les vaccins, par exemple. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais au début de la crise sanitaire, il y avait plus de 200 essais sur ce sujet. En plus, souvent, les études actuelles sont de mauvaise qualité. Un scientifique présent à la conférence disait même que certaines avaient un rationnel pas toujours clair. Ça, en langage scientifique, ça veut dire que c'est un peu farfelu. Il y a quand même quelques approches médicamenteuses. Elles se concentrent pour l'instant sur le développement d'antiviraux, donc des molécules capables d'éliminer les traces du virus, ou de modulateurs immunitaires, c'est-à-dire des médicaments qui augmentent ou diminuent la réponse immunitaire, mais pour l'instant, les résultats ne sont pas satisfaisants. Tout ça, Antoine, j'imagine que ça a des conséquences pour les patients atteints du Covid long. Oui, il y a de véritables errances médicales, des patients qui ne trouvent jamais de prise en charge. Personne ne peut me donner aujourd'hui un délai en me disant, voilà, dans 3 mois c'est fini, ou dans 6 mois ce sera fini, ou dans 1 an, ou dans 5 ans. Est-ce que je vais pas garder cette fatigue tout le reste de ma vie ? Et on voit aussi naître beaucoup de dérives de véritables Didier Raoult du Covid long. Des Didier Raoult du Covid long, qu'est-ce que tu entends par là ? Eh bien, tu sais, Didier Raoult prescrivait de l'hydroxychloroquine à ses patients, alors même qu'il n'avait là aucune preuve d'efficacité de l'intérêt de cette thérapie. Avec le Covid long, c'est pareil, plein de praticiens proposent des traitements non éprouvés. Il y a un scientifique qui est très connu pour ça, qui s'appelle Bruce Patterson. C'est un ancien directeur de recherche à Stanford. Il se targue d'avoir soigné des dizaines de milliers de malades, quasiment de quoi annoncer la fin de l'épidémie de Covid long. Et donc, quel remède farfelu est-ce qu'il propose ? Ce n'est pas si farfelu. Il propose du Maraviroc et des statines, des molécules conçues contre le sida et l'hypercholestérolémie. Avec ça, il espère inhiber la réponse immunitaire de ses patients. C'est assez logique, mais ça repose sur de nombreuses hypothèses non démontrées et il y a un risque d'effet secondaire pour les reins, pour le cœur. Donc, il vaut mieux éviter ce genre de cure. Du moins, c'est ce que les scientifiques s'accordent à dire. Il y a un autre genre de traitement qui pourrait t'intéresser. Il est un peu spectaculaire. De nombreux patients se branchent à des machines pour laver leur sang.
Ils espèrent ainsi évacuer d'éventuelles molécules inflammatoires qui seraient restées dedans depuis le début de l'infection au Covid-19. Et est-ce que cette technique a des fondements scientifiques ? Alors plus ou moins, cette technique, elle s'appelle l'aphérèse, elle n'est pas totalement folle là non plus. Les malades du Covid long ont effectivement une activité inflammatoire plus forte, mais le procédé est extrêmement invasif, il peut provoquer des malaises, voire pire, et en fait là encore son intérêt n'a jamais été démontré. T'as une praticienne très connue pour ça qui s'appelle Beate Jäger. C'est une docteure en médecine interne et des milliers de patients se pressent pour bénéficier de ces aphérèses dans sa clinique à Mülheim en Allemagne. Il y a beaucoup de Français qui y vont également. J'ai pu en rencontrer quelques-uns. Ils m'ont dit qu'ils avaient eu l'impression d'aller mieux quelques jours après leur traitement, mais qu'ils n'avaient pas guéri. De manière générale, les scientifiques s'accordent là encore à dire qu'il ne faut pas recourir à de telles pratiques. Un véritable parcours du combattant pour ceux qui souffrent du Covid long. Antoine, est-ce qu'il y a un peu d'espoir pour ces malades ? Oui, il y en a. La conférence qui s'est tenue en octobre est en elle-même une bonne nouvelle. Il y a des représentants de toutes les institutions scientifiques qui se sont donné rendez-vous avec les associations de patients et un accord a pu être trouvé sur ce que l'on sait et ce qu'il reste à savoir au sujet du Covid long. Les scientifiques en ont profité pour appeler à faire plus de recherches sur le sujet. Mais le chemin va être encore très long, il va falloir trouver des financements et surtout trouver ces fameux dépistages sans lesquels on ne pourra pas avancer. Il faut rappeler que le Covid long n'est pas à prendre à la légère, les conséquences sont bien réelles. Juste quelques chiffres, entre 1 mois et 1 an après avoir traversé un Covid, le risque d'insuffisance cardiaque connaît une augmentation de 72% et les arrêts cardiaques sont 2,5 fois plus fréquents. C'est une maladie très éprouvante. Et il ne faudrait pas qu'elle tombe aux oubliettes à mesure que le Covid-19 nous pose moins de soucis. 5 ans après le début de la pandémie de Covid-19, on voit qu'il faudra encore beaucoup de temps pour comprendre le Covid long. Merci beaucoup Antoine pour tes explications. À bientôt. Merci également à tout le service Sciences et Santé de l'Express. Tous leurs articles sont à lire dans le magazine et sur l'express.fr. En ce moment, le premier mois d'abonnement est au prix d'€1. Chers auditeurs, si ces épisodes vous ont plu, n'hésitez pas à parler de la loupe autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast comme Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Le Covid, 5 ans après, est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros. Et pour faire le point sur une actualité de la semaine qui a retenu notre attention, je vous donne rendez-vous demain.